Bonsoir et bienvenue au panel politique. Ce soir avec moi, Michel David, Hélène Buzetti et Louis Blouin. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, tiens, Hélène. Vous venez probablement d'entendre l'entrevue avec Justin Massy concernant le sujet dont on va vous parler, cette espèce de sous-investissement ou le fait que notre flotte militaire, finalement, est inopérable, inutilisable, au moins pratiquement la moitié. On n'est pas capable de s'en servir pour l'instant. Est-ce que le gouvernement, ça, en est conscient ou décide de mettre tout simplement ses priorités ailleurs? Je pense qu'il en est conscient et d'ailleurs, je corrigerai un peu votre précédent intervenant parce que le gouvernement de Justin Trudeau a réinvesti et continue de réinvestir dans la chose militaire. Je vous épargne les chiffres, là, mais depuis quelques années, il s'est fixé pour objectif d'augmenter le budget de la défense de 70 %. Mais par rapport à notre objectif de l'OTAN, qui est de consacrer 2 %, l'équivalent de 2 % de notre PIB à la chose militaire, eh bien, on ne s'en rapproche pas parce que au même moment, notre PIB continue d'augmenter. Alors, on dépense plus, mais par rapport à notre PIB, on reste à peu près à 1,4 % et il est prévu qu'on reste à peu près à 1,4 %. Ceci dit, les chiffres sont très inquiétants, mais ils ne devraient pas nous surprendre. Nous avons, dans nos forces armées canadiennes, un grave problème de, ben oui, pénurie de main-d'œuvre. On en a parlé. C'est à peu près 15 % de notre main-d'œuvre de nos postes qui ne sont pas comblés. C'est énorme, ça. Et quand on manque de gens, eh bien, on peut pas les déployer, les avions, les bateaux, les blindés, etc. C'est tellement important, cette pénurie, que le gouvernement a changé les règles dans les dernières années pour autoriser les nouveaux arrivants qui ne sont pas encore citoyens canadiens de postuler aussi. Avant, ils étaient écartés. Il y a presque 20 000 personnes qui ont manifesté leur intérêt. Mais le processus de sélection pour vérifier la sécurité, parce qu'on doit vérifier est-ce qu'ils ont encore des liens avec leurs anciens pays, etc., le processus était tellement long que sur ces 20 000 personnes, moins d'une centaine sont restées et ont finalement été recrutées. Alors, plusieurs personnes disent qu'il y a peut-être des problèmes de culture, les allégations d'inconduite sexuelle ont pesé lourd, certains parlent même d'éléments extrémistes qui sont dans les forces armées, qui rendent peut-être l'environnement de travail pas très agréable pour d'autres. On peut parler aussi peut-être de la perte d'intérêt pour le service public. Tout ça fait en sorte que c'est pas très attrayant d'aller travailler pour les forces armées canadiennes et ceci explique cela. Et quand vous parlez de réinvestissement, justement, Justin Trudeau a réagi aujourd'hui. L'ancien gouvernement conservateur avait baissé les investissements dans les forces armées à moins de 1 % de notre PIB. Nous avons augmenté de près de 70 % nos investissements sur les prochaines années. Nous allons continuer d'être là pour s'assurer que les hommes et les femmes des forces armées aient l'équipement et les ressources nécessaires pour nous défendre et pour défendre la démocratie à travers le monde. Alors, Louis, compte tenu de la situation, est-ce que c'est encore plausible que le ministère de la Défense, lui aussi, se serre la ceinture et trouve 1 milliard à couper quelque part? Ce sera pas évident. Puis on regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment dans le monde. On se dit, s'il y avait une fenêtre pour qu'il y ait un grand virage qui s'opère pour les forces canadiennes, bien, ce serait peut-être maintenant, avec ce qui se passe en Ukraine, avec les dangers qui se passent en Arctique pour essayer de protéger la souveraineté canadienne, avec la rivalité avec la Chine. On voit que dans l'opinion publique aussi, on a vu un sondage Angus Reid au cours des derniers mois qui montrait que de plus en plus de gens croient que le Canada devrait essayer de remplir ses objectifs. On dit, si ça devait se passer, ce serait maintenant. Mais permettez-moi d'en douter. J'ai pas l'impression que ça va changer à court terme. Pourquoi? Parce que le champ de bataille auquel pense le plus Justin Trudeau en ce moment, c'est la prochaine élection fédérale. Je pense pas que c'est nécessairement ce qui se passe de manière très, très intensive sur ces champs-là que je viens de nommer. Je pense que le gouvernement, en ce moment, a un contexte budgétaire qui est excessivement serré. Mme Freeland, en ce moment, pour reprendre l'expression consacrée, elle est très proche de sa sacoche. On a choisi d'investir dans des programmes qui sont très coûteux en termes sociaux, les soins dentaires, on parle de couvrir des médicaments contraceptifs maintenant pour le diabète, etc. C'est des choses très coûteuses. Le gouvernement a fait ses choix et sait qu'à la prochaine élection, ça ne se gagnera pas sur le budget de défense. Ça va se jouer sur la question du logement, ça va se jouer sur les questions de coût de la vie, entre autres. Alors, je ne vois pas comment ce virage-là, nécessairement, pourrait s'amorcer à court terme, du moins, ou à moyen terme. Michel, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, d'abord, M. Trudeau a été très franc, je pense, avec ses homologues un peu partout dans le monde. Il leur a dit, écoutez, là, je vais vous le dire franchement, là, on ne l'atteindra jamais, le 2 Il n'a pas dit dans 10 ans, dans 20 ans, il a dit on ne l'atteindra jamais. Alors, il y a quelque chose d'honnête là-dedans. Maintenant, M. Trudeau, je pense que naturellement, il y a une vision un peu fleur bleue là, des relations internationales, mais je pense qu'il sait parfaitement, là, il n'est pas fou, il voit bien l'état des forces armées. Mais quand on dit que 53 je pense, le chiffre du sondage, des gens trouvent qu'on devrait investir davantage et qu'on devrait attendre le 2 si on demandait aux gens, aux mêmes gens dans les sondages, bon, ben là, on a besoin de 20 milliards de plus par année, où est-ce qu'on devrait couper? Est-ce que c'est dans les transferts en santé, dans la sécurité du revenu, dans l'environnement? Je pense pas qu'on aurait comme conclusion que oui, les gens sont prêts à tout pour augmenter le budget des Forces armées. Alors, M. Trudeau, il en est conscient, comme ses prédécesseurs l'ont toujours été. Alors, honnêtement, les Canadiens, je pense, malgré l'Ukraine, malgré tout ça, ne se sentent pas très menacés. Alors, M. Trump peut bien dire, écoutez, là, ceux qui ne veulent pas payer leurs 2 on va dire aux Russes de les envahir. Tout le monde se dit, ben voyons donc, les Américains, on est à côté, ils ne laisseront pas les Russes faire. Enfin, il y a un sentiment de sécurité qui ne facilite pas, disons, la mobilisation. Il y a le ministre Bill Blair aussi qui a annoncé que son ministère va verser 4 millions de dollars pour la fabrication d'obus. C'était demandé par l'Ukraine. Je vais vous laisser entendre aussi un extrait de ça. The nature of warfare is changing, and you know, our adversaries, potentially hostile adversaries, they're investing in their capabilities to threaten us, and the best way to respond to that risk is to be prepared. And to build resilience and preparedness, as I said, increased production is deterrence. Being prepared is deterrence. The best way to peace is to prepare to keep the peace. Ça, c'est intéressant quand il parle de deterrence en anglais, là, de dissuasion finalement, là, parce que au-delà de se servir du matériel, les pays veulent montrer qu'ils sont capables de se défendre. Alors, est-ce que, Louis, ça peut devenir un problème si effectivement le Canada, aux yeux internationaux, on a l'air finalement d'avoir une armée faible? Oui, mais c'est parce qu'il y a un décalage entre ce que le Canada dit quand M. Trudeau se présente à Kiev, allié indéfectible aussi longtemps qu'il le faudra, puis les actions qu'on prend sur la question des munitions. Ce que M. Blair a annoncé aujourd'hui, je pense que c'est 4 millions, quelque chose comme ça. L'industrie demande 400 millions pour moderniser ses lignes de production, pour avoir les obus de 155 mm qui sont très, très en demande sur le front. Et apparemment, le gouvernement avait une option sur la table pour un investissement il y a près de 2 ans pour investir, et il n'a pas agi. Cette décision-là, le gouvernement aurait pu la prendre au début de la guerre. Il savait que ça allait être des besoins et ne l'a pas fait. Donc, ces choix-là du gouvernement ont été faits. Et là, on est à plus de 2 ans depuis le début de la guerre. Et puis, il n'y a rien qui a avancé dans ce dossier-là. Le gouvernement continue de négocier. Et qu'est-ce qui pose problème? Bien, on veut être sûr d'avoir un bon retour sur l'investissement avec l'argent public. Alors, on en revient à l'argent, on en revient à cette réflexion-là. Comment ça va être perçu de la part des Canadiens si on met autant d'argent dans des lignes de production? C'est ça, la réalité. Hélène, peut-être... Oui, allez-y. Oui, en fait, j'allais juste ajouter que toute la question de l'équipement aussi qui doit être prise en considération. Le gouvernement canadien, les gouvernements canadiens accordent des budgets très importants pour faire des acquisitions d'équipements en tout genre et systématiquement, l'armée n'est pas capable de dépenser cet argent qui lui est consacré. Le directeur parlementaire du budget, dans une récente mise à jour, nous disait que pour les 5 dernières années, en fait de 2017 à 2022, c'est 12 milliards de dollars qui n'ont pas été dépensés, qui auraient pu l'être parce que l'argent était octroyé. On n'a juste pas été capable. Tout ça, entre autres parce que nos processus d'approvisionnement sont longs, sont complexes, et donc il y a constamment de l'argent qui est retourné dans le coffre. Alors même quand on dit qu'il va y avoir des coupures, il faut prendre ça en considération. La réalité, c'est que notre armée ne dépense déjà pas tout l'argent auquel il a droit. Quand même incroyable. Peut-être pour terminer là-dessus, Michel, en même temps, les autres partis politiques, comme les conservateurs, on n'est pas certains non plus qu'ils sont prêts à investir plus en défense. Là, si on regarde l'expérience passée, on voit que d'un gouvernement à l'autre, on a toujours fait beaucoup de politique et peu de dépenses. Hein? Quand un gouvernement dit « je vais acheter des sous-marins », le suivant arrive et dit « non, non, on n'achètera pas ». On va acheter tel avion, « non, 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 on ne l'achètera pas ». Et il se passe la balle comme ça d'un gouvernement à l'autre. Et on manque de bottes, là. C'est pas des farces. Alors, honnêtement, je suis très sceptique pour la suite des choses. Mais il va y avoir un petit sursaut, là. Mais à terme, là, à long terme,
parce qu'un jour ou l'autre, elle va finir, la guerre en Ukraine, j'imagine. Je ne suis pas certain qu'on ne retournera pas dans notre quiétude, disons, appelons ça comme ça, traditionnelle. Si on n'en fait pas plus dans le contexte actuel, est-ce qu'on va en faire plus quand ça va être plus tranquille? Autre sujet maintenant, il y a eu, on le sait, là, une fin de non-recevoir de Québec à la suite du dépôt du projet de loi sur l'assurance médicaments du côté d'Ottawa, parce que Québec a rappelé que la santé, c'est son champ de compétences et demande un droit de retrait, pleine compensation, sans condition. Et donc, le chef du NPD a écrit à Christian Dubé, il lui a écrit une lettre, puis par médias interposés aussi, vous allez voir sur X, là, il a écrit c'est urgent, il y a trop de Québécois qui sont incapables de se payer des soins dentaires ou les médicaments. Je ne sais pas si c'est possible qu'on voit le fameux tweet. On ne l'a pas, mais je vais vous le résumer. En fait, M. Singh invite Christian Dubé à venir en discuter avec lui de l'assurance médicaments, puis à quel point aussi c'est important pour le Québec. Alors, Louis, j'ai le goût de vous demander... Quand M. Singh fait ça, là, c'est pas pour parler vraiment à Christian Dubé puis interpeller vraiment Christian Dubé, c'est plus pour parler à son électorat parce qu'il sait qu'il n'y a aucune chance que M. Dubé accepte. Oui, parce qu'il a vraiment l'impression, M. Singh, que ça peut être payant pour le NPD, ce programme de soins dentaires, entre autres. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'y inscrivent. Mais je me demande si l'approche de M. Singh d'interpeller M. Dubé comme ça, Québec solidaire, si c'est pas un peu contre-productif pour lui. Parce que ça peut donner des munitions au Bloc québécois, qui accuse déjà le gouvernement de vouloir s'ingérer dans les champs de compétences du Québec. Ça semble aussi un peu contraire dans l'approche à la déclaration de Sherbrooke que le NPD a signé, qui stipule qu'on est en faveur du droit de retrait du Québec avec pleine compensation pour des propositions comme celle-là. Puis il dit non, je veux seulement aller m'asseoir, je veux seulement discuter, je suis encore en faveur de la déclaration de Sherbrooke, mais je veux juste aller discuter. Je pense qu'il y a un décalage qui pourrait le rattraper là, donner des munitions à ses adversaires. Puis je suis pas certain que son seul député québécois, Alexandre Boulris, en ce moment, est très, très heureux de voir ça aller. Puis d'ailleurs, je vais vous montrer la réponse parce que vous avez parlé de Québec solidaire parce qu'il a invité aussi Vincent Marissal, qui est critique en matière de santé, à le rencontrer également. Et la réponse est venue de sa collègue Ruba Gazal, députée de Québec solidaire aussi, où elle dit « On n'a pas de leçon à recevoir de la part du chef du NPD. On n'a pas attendu sa lettre paternaliste, dit-elle, pour demander une assurance dentaire universelle québécoise et des médicaments moins chers. Le ton de M. Singh est insultant. » Donc, Hélène, ça, c'est un peu l'équivalent de dire, ben voyons, comme si nous, on n'y avait pas déjà pensé. Là. Ouais. Oui, exactement. Écoutez, M. Singh, avec tout ça, démontre à quel point il ne réalise pas qu'il fait de la politique fédérale et non plus provinciale. Je le rappelle tout le temps, mais en 2019, M. Singh avait lancé sa campagne électorale en promettant, une campagne électorale fédérale, en promettant de construire un hôpital à Brampton. Il n'a jamais compris la répartition des pouvoirs entre Ottawa et les provinces. Et comme le disait Louis, il a beau dire qu'il continue à adhérer à cette déclaration de Sherbrooke qui dit qu'on reconnaît au Québec le droit de faire ces choses comme il l'entend, avec le droit de retrait, pleine compensation. Dans les faits, cette sensibilité québécoise-là, il ne l'a pas du tout. Et j'ajoute les déclarations récentes qu'il a faites lorsqu'il a traité de M. Legault de conservateur. Bon, ça, à la rigueur, on pourrait en débattre, mais quand il a allégué que le gouvernement caquiste avait réduit, coupé dans les dépenses de santé, alors que c'est factuellement faux. Depuis que la CAQ est au pouvoir, le budget de la santé est passé à peu près de 40 à 59 milliards, une hausse de presque 50 %. M. Singh prouve non seulement qu'il ne comprend pas le partage des compétences, mais qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas ces dossiers. Alors, je suis assez d'accord avec Louis. Peut-être que ça va l'aider dans le reste du pays à mousser sa candidature, ou en tout cas son parti. Mais au Québec, ça va contribuer à le garder dans les marges et ça permettra certainement pas de faire élire un député supplémentaire. Michel? Oui, bien, c'est d'autant plus étonnant de le voir s'en prendre à Québec solidaire. Écoutez, le NPD n'a pas beaucoup d'alliés au Québec. S'il y en a, là, ce sont pour la plupart des gens, en grande partie des gens qui votent pour Québec solidaire. Alors, je comprends absolument pas comment il peut mettre M. Dubé et Québec solidaire dans le même panier. Je trouve qu'au plan politique, c'est tout à fait contre-productif. Et d'autre part, il y a beaucoup de gens, puis M. Singh n'est pas le seul, là, au gouvernement fédéral, qui ont l'air de penser que
Les provinces, et en particulier le Québec, là, sont vraiment de mauvaise foi là-dedans. Mais au Québec, prenons le cas de l'assurance maladie, de médicaments puis de l'assurance dentaire. Il y a déjà un programme d'assurance dentaire qui est incomplet, on en est conscient. Et il y a un gros manque à gagner dans le régime de santé. Alors, quand le Québec dit, moi, je voudrais prendre cet argent-là que vous nous donnez, vu qu'on offre déjà des services, puis on voudrait peut-être l'utiliser plutôt pour l'injecter dans le système de santé. Par exemple, plutôt que d'augmenter la couverture de soins dentaires, on aimerait ça raccourcir la liste des gens qui attendent en oncologie,